Un homme écrivait dans des carnets trouvés à la poubelle, cachés sous un porche glacé de Lyon. Et personne ne savait que ces mots allaient bouleverser toute la France. Mais pourquoi écrivait-il? Qu'avait-il perdu pour finir ainsi dans la rue? Et surtout, qui allait découvrir son secret? Si vous avez déjà ressenti que personne ne vous voyait vraiment, laissez un commentaire, abonnez-vous, car cette histoire va toucher quelque chose de profond en vous. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous faire réfléchir sur la dignité, l'espoir et le pouvoir des mots. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé ce matin glacial de novembre. L'aube se levait sur Lyon avec une lenteur cruelle, comme si le jour lui-même hésitait à éclairer les recoins sombres de la ville. Dans la pénombre d'un porche de la rue Mercière, sous une arche de pierre qui sentait l'urine et le temps, un homme était recroquevillé contre le mur froid. Son nom était Julien Moreau, mais personne ne l'appelait plus ainsi depuis longtemps. Pour les passants pressés, il était simplement le clochard du porche, une silhouette grise fondue dans le décor urbain, aussi invisible qu'un graffiti effacé par la pluie. Julien avait 52 ans, mais son visage en portait 70. Ses cheveux grisonnants pendaient en mèches grasses autour de traits creusés par la faim, le froid et quelque chose de plus profond, une tristesse qui semblait gravée dans ses os. Ses yeux, pourtant, conservaient une étrange clarté, comme deux fenêtres lavées par la pluie, donnant sur un intérieur encore habité. Ce matin-là, alors que les premiers commerçants ouvraient leurs rideaux métalliques dans un concert de grincements familiers, Julien fit ce qu'il faisait chaque jour depuis 3 ans. Il sortit de son sac plastique déchiré un cahier d'écolier qu'il avait trouvé dans une poubelle près de l'école primaire, Jean Moulin. Les pages étaient à moitié utilisées par un enfant qui avait abandonné ses devoirs de mathématiques. Sur les pages blanches restantes, d'une écriture serrée et tremblante, Julien écrivait. Il écrivait avec un stylo bleu qu'une secrétaire charitable lui avait donné la semaine précédente. Il écrivait lentement, formant chaque lettre avec un soin méticuleux, comme s'il sculptait des mots dans le marbre. « 15 novembre », écrivit-il en haut de la page. « Il fait froid aujourd'hui. Le genre de froid qui entre par les chaussures trouées et remonte jusqu'au cœur. Mais ce n'est pas le pire froid. Le pire, c'est celui des regards qui glissent sur vous comme si vous étiez transparent. » Il s'arrêta, relut ces mots, puis continua. « Je me souviens encore de ce que c'était avant. Je me souviens de Marion, de la façon dont elle riait en rejetant la tête en arrière. Je me souviens de notre appartement, petit mais chaleureux. Je me souviens du poids des livres entre mes mains quand je travaillais à la bibliothèque universitaire. L'odeur du papier et de la poussière. » Une larme roula sur sa joue sale, traçant un sillon pâle. « Comment suis-je arrivé ici? D'abord, mon poste à la bibliothèque, supprimé lors des coupes budgétaires, puis l'impossibilité de trouver un autre travail à 49 ans, les économies qui fondaient, Marion qui me regardait avec de plus en plus d'inquiétude, puis de résignation, et finalement, le jour où elle est partie. » Un pigeon se posa près de lui. Julien le regarda avec une sorte de tendresse mélancolique. Les gens pensent que les sans-abri ont abandonné, mais c'est le contraire. Nous nous accrochons à tout. J'écris donc. J'écris pour me prouver que j'existe encore, que ma vie n'a pas été qu'une suite d'erreurs. J'écris pour Marion, même si elle ne lira jamais ces mots. Il ferma le cahier et le serra contre sa poitrine. C'était son 5e cahier. Les 4 autres étaient cachés sous une grille de ventilation, enveloppés dans un sac plastique. Personne ne savait qu'ils existaient. Le soleil montait maintenant au-dessus des toits de Lyon. Les passants se multipliaient, des employés pressés, des touristes, des lycéens. Tous passaient devant Julien, sans le voir vraiment, sauf un homme. Il s'appelait Thomas Beaumont, et il était professeur de littérature au lycée Édouard Herriot. 43 ans, cheveux poivre et sel, lunettes rondes. Chaque matin, il empruntait la rue Mercière, et chaque matin, il voyait Julien. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. L'intensité avec laquelle le sans-abri était penché sur son cahier l'arrêta. « Bonjour », dit-il doucement. Julien leva les yeux, surpris. Ses doigts se refermèrent instinctivement sur le cahier. « Bonjour », répondit-il d'une voix rouillée. «
Vous écrivez ? Demanda Thomas, et il y avait dans sa voix une curiosité sincère. Julien hésita. Pendant 3 ans, il avait écrit dans le secret le plus total, mais quelque chose dans les yeux de cet homme le poussa à répondre. « Oui, j'écris ma vie, ou ce qu'il en reste. » Thomas s'accroupit, se mettant à sa hauteur. « Je suis professeur de littérature, je passe devant vous tous les matins. Je me suis souvent demandé quelle était votre histoire. » Julien le regarda intensément, cherchant le piège, mais il ne trouva que de la sincérité. « Tout le monde a une histoire, c'est juste que personne ne veut les entendre. » Thomas hocha la tête. « Puis-je lire ce que vous écrivez ?» Le cœur de Julien s'accéléra. Ses mains tremblaient en tendant le cahier. Thomas l'ouvrit avec précaution. Ses yeux parcoururent les lignes serrées et son visage changea progressivement. Il lut pendant plusieurs minutes, tandis que les passants continuaient leur ballet quotidien. Quand il releva les yeux, il brillait. « Vous avez un don, » dit-il simplement. « Ces mots, ils sont vrais, ils sont beaux, ils comptent. » Julien sentit quelque chose se briser en lui, non pas douloureusement, mais comme quand la glace cède au printemps. « Je ne suis plus personne, » chuchota-t-il. « Non, » répondit Thomas avec une fermeté douce. « Vous êtes un écrivain, et dans ce porche sombre de la rue Mercière, alors que Lyon s'éveillait dans son indifférence habituelle, quelque chose de nouveau commença. Une graine plantée dans la terre gelée d'une vie abandonnée, une promesse que même les voix oubliées peuvent encore chanter. Les jours suivants transformèrent la routine de Julien d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Thomas revenait chaque matin, toujours à la même heure, avec un café chaud et parfois un croissant encore tiède de la boulangerie voisine. Il s'asseyait à côté de lui sur le sol froid du porche, ignorant les regards surpris des passants, et il parlait. Ou plutôt, Thomas écoutait pendant que Julien lisait à voix haute ce qu'il avait écrit la veille. Au début, Julien hésitait, sa voix tremblait d'insécurité. Chaque mot prononcé semblait exposer une partie vulnérable de son âme. Mais Thomas ne l'interrompait jamais, ne corrigeait jamais, ne jugeait jamais. Il hochait simplement la tête, les yeux fixés sur Julien avec une attention totale qui faisait du bien, comme un baume sur une plaie ancienne. « Vous écrivez avec vos tripes », dit Thomas un matin de novembre particulièrement glacial. « C'est rare. La plupart des gens écrivent avec leur tête. Ils construisent des phrases jolies mais vides. Vous saignez sur la page. » Julien regarda ses mains calleuses, noircies par la saleté des rues. « Je ne sais pas faire autrement. Je n'ai plus rien d'autre à donner. » C'est exactement pour ça que c'est puissant. Thomas sortit alors de son sac à dos un paquet enveloppé dans du papier kraft. « Je vous ai apporté quelque chose. » Julien défit l'emballage avec précaution. À l'intérieur se trouvaient 5 cahiers neufs à couverture rigide et une boîte de stylos de qualité. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je ne peux pas accepter, » murmura-t-il. « Bien sûr que vous pouvez. Un écrivain a besoin de ses outils. » Ce mot, écrivain, résonnait encore étrangement aux oreilles de Julien. Il ne s'était jamais considéré comme tel. Il était juste un homme qui écrivait pour ne pas devenir fou, pour garder une trace de son existence qui s'effaçait jour après jour. « Thomas, dit-il d'une voix brisée, pourquoi faites-vous ça? Pourquoi vous intéressez-vous à moi ?» Le professeur resta silencieux un moment, regardant les pavés humides de la rue. « Mon père était alcoolique. Il a tout perdu. Son travail, sa famille, sa dignité. Il a fini seul dans un foyer, amer et brisé. Je n'ai jamais pu lui parler vraiment, comprendre ce qui s'était passé dans sa tête. Quand j'ai lu vos mots, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui, la lucidité, la conscience, le refus d'abandonner complètement. Vous m'aidez à comprendre ce que je n'ai pas pu comprendre avec lui. » Julien hocha lentement la tête. Il comprenait maintenant. Ils se sauvaient mutuellement, chacun à sa façon. Les semaines passèrent. Julien écrivait avec une intensité nouvelle, remplissant les cahiers offerts par Thomas. Il racontait son enfance à Annecy, fils d'un horloger méticuleux et d'une mère institutrice qui lui avait transmis l'amour des livres. Il décrivait sa rencontre avec Marion,
lors d'un concert de jazz au théâtre de la Croix-Rousse, leurs premières années ensemble dans un studio minuscule où ils étaient heureux avec 3 fois rien. Il évoquait sa passion pour la littérature, ses rêves d'écrire un jour, repoussés toujours à plus tard par les nécessités du quotidien. Et puis la chute, lente, inexorable, comme glisser sur une pente dont on ne réalise l'inclinaison que trop tard. « Vous devez publier ça », dit Thomas un matin de décembre, alors que la première neige commençait à tomber sur Lyon. Julien rit amèrement. Qui voudrait lire l'histoire d'un raté? Tout le monde. Parce que ce n'est pas l'histoire d'un raté. C'est l'histoire de ce que nous pourrions tous devenir si la vie nous frappait au mauvais moment. C'est l'histoire de la dignité humaine qui persiste malgré tout. Les gens ont besoin de lire ça. Mais Julien secoua la tête. L'idée lui semblait absurde, presque cruelle. Un sans-abri publier un livre? C'était comme imaginer un aveugle peindre ou un sourd composer une symphonie. Thomas ne força pas. Il comprenait que certaines graines ont besoin de temps pour germer. Pourtant, sans en parler à Julien, il photocopiait discrètement quelques pages des cahiers et les emportait chez lui. Le soir, après avoir corrigé les copies de ses élèves, il les relisait, soulignant les passages les plus forts. Il commençait à avoir une idée, un plan qu'il ne partageait pas encore. Un matin de janvier, quelque chose changea. Julien n'était pas à sa place habituelle dans le porche. Thomas attendit, inquiet, balayant la rue du regard. Puis il le vit, 50 mètres plus loin, assis sur un banc, le visage dans les mains. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» L'homme leva un visage ravagé. « Ils sont partis, tous mes cahiers. Quelqu'un a trouvé ma cachette et les a pris. 3 ans de ma vie, disparus. » Thomas sentit son cœur se serrer. Il s'assit à côté de lui, cherchant les mots justes. « On va les retrouver, on va… » « Non !» l'interrompit Julien, sa voix brisée par le désespoir. « Ils sont probablement déjà à la poubelle, ou brûlés. Qui voudrait garder les élucubrations d'un clochard ?» Le silence tomba entre eux, lourd et froid comme la neige qui continuait de tomber. Julien pleurait maintenant ouvertement, sans retenue, tout son corps secoué par des sanglots qui venaient du plus profond de lui. C'était comme si, en perdant ses cahiers, il avait perdu la dernière preuve qu'il avait existé, que sa vie avait eu un sens. Thomas posa doucement sa main sur l'épaule de Julien. « Écoutez-moi, vous n'avez pas perdu vos mots, ils sont toujours là, » dit-il en touchant la tempe de Julien. Et là, il posa sa main sur son cœur. « Personne ne peut vous les voler, on recommence, ensemble !» Mais dans les yeux de Julien, quelque chose s'était éteint, cette petite flamme d'espoir qui l'avait maintenu en vie ces dernières semaines. Les jours qui suivirent la disparition des cahiers furent les plus sombres que Julien ait connus depuis son arrivée dans la rue. Il ne dormait plus. Il restait éveillé toute la nuit, fixant l'obscurité, rejouant dans sa tête chaque phrase qu'il avait écrite, essayant désespérément de se souvenir, comme si la mémoire pouvait remplacer ce qui avait été volé. Thomas continuait de venir chaque matin, fidèle comme une horloge. Mais Julien refusait de parler. Il refusait même de toucher les nouveaux cahiers vierges que le professeur lui avait apportés. Ils restaient là, empilés à côté de lui, accusateurs dans leur blancheur immaculée. « À quoi bon ?» murmurait-il quand Thomas insistait. « Pour que quelqu'un les vole à nouveau? Pour écrire dans le vide ?» Une semaine passa. Puis 2. Julien se laissait aller, négligeant même les petits rituels qui l'avaient maintenu humain. Il ne se lavait plus au robinet public, il ne cherchait plus de nourriture. Il restait prostré dans son porche, regardant les gens passer comme s'ils appartenaient à un monde dont il était définitivement exclu. Thomas voyait son ami se dissoudre lentement, et cela lui brisait le cœur. Il avait échoué avec son père, avait été incapable de le sauver de sa descente aux enfers. Il refusait de laisser l'histoire se répéter. Un soir de février, alors que la température chutait dangereusement, Thomas prit une décision. Il ne rentra pas chez lui, après les cours. Au lieu de cela, il revint rue Mercière avec un sac de couchage, une thermo de soupe chaude et quelque chose d'autre. Une enveloppe Kraft qu'il serra contre lui comme un trésor.
Je reste avec vous cette nuit, annonça-t-il simplement. Julien le regarda avec des yeux vides. Vous êtes fou. Rentrez chez vous. Retournez à votre vie normale. Non. Thomas s'installa à côté de lui, ignorant le froid mordant du sol. Pas avant que vous compreniez quelque chose. Il sortit l'enveloppe et en déversa le contenu sur ses genoux, des photocopies, des dizaines de pages photocopiées des anciens cahiers de Julien. Thomas les avait sauvés. Les yeux de Julien s'élargirent. Ses mains tremblèrent en touchant les feuilles. Je les ai copiées, expliqua Thomas doucement. Pas toutes, mais beaucoup. Les passages les plus forts. Je voulais vous faire une surprise, les rassembler peut-être, mais maintenant vous en avez besoin. Julien prit les pages, les pressa contre son visage, et pour la première fois depuis des semaines, il pleura. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement mêlées de gratitude. « Pourquoi » chuchota-t-il. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» Thomas enleva ses lunettes, les essuya lentement. « Parce que vos mots m'ont touché d'une manière que je ne peux pas expliquer. Parce que j'ai vu mon père disparaître et je ne pouvais rien faire. Parce que parfois, sauver quelqu'un d'autre, c'est une façon de se sauver soi-même. » Cette nuit-là, ils parlèrent vraiment pour la première fois. Non pas professeur et sans-abri, mais deux hommes blessés par la vie, cherchant un sens dans le chaos. Thomas raconta son divorce, sa fille qu'il voyait à peine, sa solitude dans un grand appartement vide. Julien parla de Marion, de la honte qui l'avait empêché de demander de l'aide, de la façon dont la fierté peut devenir un poison qui détruit de l'intérieur. « Je l'aimais tellement, » dit Julien, sa voix se brisant. « Mais je ne pouvais pas supporter qu'elle me voie échouer. Alors, j'ai préféré partir avant qu'elle me rejette. Je me suis dit que c'était plus noble. Quelle blague! Vous avez essayé de la recontacter? Comment? Je n'ai même pas de téléphone. Et que dirais-je? Bonjour chérie, je vis dans la rue maintenant. Mais devine quoi? J'écris des histoires dans des cahiers trouvés à la poubelle. Elle a sûrement refait sa vie. Elle mérite mieux qu'un fantôme du passé. » Thomas resta silencieux un moment. « Vous savez ce que je pense? Je pense que vous vous punissez. Vous avez transformé votre échec en identité. Vous êtes devenu l'homme qui a tout perdu, au lieu de rester Julien Moreau, simplement. » Ces mots frappèrent Julien comme une gifle. Il voulut protester, mais quelque chose en lui reconnut la vérité. Il s'était accroché à sa misère comme à une bouée de sauvetage, comme si abandonner sa souffrance signifiait abandonner la dernière chose qui lui appartenait encore. « Je ne sais pas comment être quelqu'un d'autre », admit-il finalement. « Alors réapprenez, recommencez à écrire, pas pour garder une trace du passé, mais pour construire un futur. » Julien regarda les pages photocopiées, puis les cahiers vierges. Une peur terrible le saisit. La peur de l'espoir qui est parfois plus effrayante que le désespoir. Et si j'échoue encore? Alors vous échouerez, mais au moins vous aurez essayé. Et moi, je serai là. À 3 heures du matin, alors que Lyon dormait sous un ciel sans étoiles, Julien prit un stylo. Sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine former les lettres. Mais il écrivit. Chapitre 1. Renaissance. Il écrivit toute la nuit, Thomas dormant à côté de lui dans le sac de couchage. Et quand l'aube se leva sur la ville, quelque chose de nouveau était né. Non pas l'ancien Julien, ni le fantôme qu'il était devenu, mais quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui acceptait enfin d'exister à nouveau. Le printemps arriva sur Lyon comme une promesse tenue. Les terrasses se remplirent, les arbres le long de la Saône se couvrirent de bourgeons verts, et Julien écrivait. Il écrivait avec une ferveur qu'il n'avait jamais connue, remplissant cahier après cahier, reconstituant ce qui avait été perdu et créant quelque chose de nouveau. Thomas avait pris une décision sans en parler à Julien. Il avait rassemblé les meilleurs passages, les avait tapés sur son ordinateur avec un soin méticuleux et les avait envoyés à une connaissance, Claire Dubois, éditrice dans une petite maison d'édition indépendante de Lyon, spécialisée dans les récits de vie. Un mardi matin d'avril, Thomas arriva rue Mercière avec un visage qu'il ne pouvait contrôler. Un mélange d'excitation et d'anxiété.
Julien, j'ai fait quelque chose. J'aurais dû vous demander la permission, mais j'avais peur que vous refusiez. Julien leva les yeux de son cahier, inquiet. Quoi? J'ai envoyé vos textes à une éditrice. Elle veut vous rencontrer. Aujourd'hui. Le stylo tomba des mains de Julien. Vous avez fait quoi? Elle a lu vos mots, elle a pleuré. Elle dit que c'est exactement le genre de voix que le monde a besoin d'entendre. La panique monta en Julien comme une vague. Regardez-moi, Thomas, je ne peux pas rencontrer une éditrice. Je sens mauvais, mes vêtements sont en lambeaux, Venez chez moi. On va vous arranger. S'il vous plaît, Julien, faites-moi confiance encore une fois. 2 heures plus tard, Julien se tenait dans la salle de bain de l'appartement de Thomas, regardant son reflet dans le miroir. Il ne s'était pas vraiment vu depuis des années. L'homme qui le fixait avait les cheveux propres et coupés, la barbe taillée, portait des vêtements simples mais propres que Thomas lui avait donnés. Il reconnaissait presque celui qu'il avait été. Le rendez-vous avait lieu dans un café près de la place Bellecour. Claire Dubois était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris coupés courts, aux yeux vifs et bienveillants. Elle se leva quand ils entrèrent, tendit la main à Julien sans hésitation. « Monsieur Moreau, je suis honoré de vous rencontrer. Vos textes m'ont bouleversé. » Julien s'assit maladroitement, ses mains tremblant sur la table. « Je ne suis qu'un homme qui écrit pour survivre. »« Non, » répondit Claire fermement. « Vous êtes un témoin. Vous racontez une vérité que la société préfère ignorer. C'est puissant. C'est nécessaire. » Elle sortit une chemise contenant les pages imprimées. « Je veux publier votre histoire, un livre complet, votre parcours, vos réflexions, votre regard sur le monde vu d'en bas, mais j'ai besoin de tout, pas juste des fragments, l'histoire complète. » Julien regarda Thomas qui lui sourit avec encouragement. « Je ne sais pas si je peux. »« Pourquoi ?» demanda Claire doucement. « Parce que raconter toute l'histoire signifie revivre tout, la honte, l'échec, Marion, tout ce que j'ai fui. » Claire hocha la tête. « Je comprends. Mais parfois, la seule façon de guérir une blessure, c'est de la regarder vraiment. Et votre histoire pourrait aider d'autres personnes qui souffrent dans le silence. » Ce fut cet argument qui toucha Julien. L'idée que sa souffrance pourrait avoir un sens, qu'elle pourrait servir à quelque chose au-delà de lui-même. « D'accord, » murmura-t-il, « je vais le faire. » Les mois suivants furent les plus difficiles et les plus beaux de la vie de Julien. Thomas lui trouva une place dans un foyer d'hébergement temporaire. Julien passait ses journées à écrire dans une petite salle commune, reconstituant son histoire depuis le début. Il pleurait souvent en écrivant, mais continuait. Claire venait chaque semaine, lisait, suggérait, encourageait. Elle ne changeait jamais sa voix, ne polissait jamais ses mots bruts. « C'est votre authenticité qui fait la force de ce texte, » disait-elle. Un jour de septembre, Thomas arriva avec une enveloppe. « Elle vous cherche. Marion, j'ai réussi à la retrouver. » Le cœur de Julien s'arrêta. « Comment ?» J'ai demandé. « Cherchez. Elle vit toujours à Lyon. Elle travaille dans une librairie rue de la République. Je lui ai parlé de vous, de ce que vous faites. Elle veut vous voir. » Julien sentit simultanément l'espoir et la terreur l'envahir. « Je ne peux pas. Pas après tout ce temps. Pas après ce que j'ai fait. Elle a dit qu'elle attendrait, que vous veniez quand vous serez prêt. Mais Julien, elle a dit autre chose. Elle a dit qu'elle n'a jamais cessé de vous aimer. » Ces mots brisèrent quelque chose en Julien, le dernier mur qu'il avait construit autour de son cœur. 3 jours plus tard, par un après-midi d'automne doré, Julien poussa la porte de la librairie. Marion était là, rangeant des livres. Elle se retourna et leurs yeux se rencontrèrent. « Julien, dit-elle simplement, et dans ce mot résidait tout, le pardon, le chagrin, l'amour qui avait survécu. Il ne dit rien, il tendit simplement le manuscrit terminé. Sur la première page, il avait écrit « Pour Marion qui m'a appris ce qu'était l'amour et pour Thomas qui m'a rappelé ce qu'était l'espoir ». Le livre parut au printemps suivant, sous un titre simple que Julien avait choisi après des semaines de réflexion, « Les cahiers de la rue Mercière ».
La couverture montrait une photo en noir et blanc d'un porche vide sous la pluie, une seule lumière filtrant depuis la rue. C'était sobre, honnête, comme le texte qu'elle contenait. Claire n'attendait pas grand-chose, peut-être quelques centaines d'exemplaires vendus, une critique ou deux dans la presse locale, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Un journaliste du Progrès lut le livre et publia un article bouleversant intitulé « Le clochard qui écrivait des chefs-d'œuvre ». L'article fut partagé, puis repartagé. Une radio nationale invita Julien, puis une autre. Assis dans les studios, mal à l'aise sous les projecteurs, Julien racontait simplement sa vérité. Il ne cherchait pas à émouvoir, ne dramatisait pas. Il parlait avec cette honnêteté brute qui avait marqué son écriture. Les auditeurs appelaient en pleurant, racontant leurs propres histoires de chute et de résilience. « Vous nous montrez qu'il n'y a pas de honte à tomber », dit une femme lors d'une émission en direct. « Seulement à rester couché et à ne pas tendre la main. » Le livre grimpa dans les classements. D'abord timidement, puis de façon fulgurante. En 3 mois, il était devenu un phénomène national. Les libraires ne pouvaient pas le garder en stock. Les lycées l'ajoutaient à leur programme. Des groupes de lecture se formaient pour en discuter. Mais pour Julien, le succès était secondaire. Ce qui comptait vraiment s'était passé un soir de novembre, 6 mois après la publication. Marion et lui étaient assis dans le petit appartement qu'ils avaient loué ensemble, modeste comme celui d'autrefois, mais rempli de cette chaleur qui vient quand 2 personnes choisissent consciemment de se retrouver. Ils ne s'étaient pas précipités. Ils avaient pris le temps de se redécouvrir, de penser les blessures, de reconstruire sur des fondations plus solides cette fois. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit Marion en posant sa tête sur l'épaule de Julien. « Je t'aime différemment maintenant. Avant, je t'aimais pour qui tu étais. Maintenant, je t'aime pour qui tu es devenu. » Julien lui embrassa les cheveux. « J'ai dû tout perdre pour comprendre ce qui comptait vraiment. C'est un prix terrible à payer pour une leçon. » Peut-être, mais regarde tout ce que ta souffrance a donné au monde. En effet, les lettres affluaient de partout. Des sans-abri qui écrivaient pour dire que le livre leur avait redonné de la dignité. Des gens en dépression qui y trouvaient un écho à leur propre combat. Des familles qui avaient repris contact après des années de silence. Chaque lettre était une preuve que les mots pouvaient vraiment changer des vies. Thomas venait dîner chaque semaine. Leur amitié était devenue indéfectible, forgée dans l'adversité et la confiance mutuelle. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas simple, Thomas leva son verre. « À l'homme qui m'a appris qu'on peut sauver quelqu'un simplement en lui rappelant qu'il existe. » Julien leva le sien. « À l'homme qui m'a sauvé en refusant de me laisser disparaître. » L'argent du livre permit à Julien de faire quelque chose qui lui tenait à cœur. Avec Claire et Thomas, il créa une petite association, les Cahiers Retrouvés. Il distribuait des carnets et des stylos aux sans-abri de Lyon, organisait des ateliers d'écriture dans les foyers. Certains textes étaient publiés dans un recueil annuel. Plusieurs personnes trouvèrent dans l'écriture le même chemin de rédemption que Julien. 1 an après la publication, lors du lancement du recueil, Julien se tenait devant une salle comble. Il regarda tous ces visages, des gens ordinaires venus écouter des voix qu'on n'entend jamais. Il pensa aux porches de la rue Mercière, aux nuits glaciales, aux cahiers perdus et retrouvés. « On m'appelle souvent un miracle », commença-t-il. « Mais je ne suis pas un miracle, je suis juste un homme qui a eu la chance extraordinaire de croiser quelqu'un qui a refusé de détourner le regard. La vraie leçon de mon histoire n'est pas que je m'en suis sorti. C'est que nous avons tous le pouvoir de tendre la main. Un café, une conversation, un regard qui reconnaît l'humanité de l'autre. Ces petits gestes peuvent sauver une vie. Thomas m'a sauvé. Maintenant, c'est à nous tous de sauver les autres. » Cette nuit-là, en rentrant chez lui, main dans la main avec Marion, Julien passa devant le porche de la rue Mercière. Il s'arrêta un instant, regarda l'endroit qui avait été son refuge et sa prison. « Merci », murmura-t-il à l'obscurité, à tous les fantômes de ce qu'il avait été. Puis il se tourna vers la lumière et continua son chemin.
Marion se tenait devant lui après toutes ces années de silence, et les mots qu'elle prononça changèrent tout. Mais ce n'est pas ce que vous imaginez. Vous pensez savoir comment cette histoire se termine. Attendez de découvrir ce qui s'est vraiment passé quand le livre est sorti, ce que les lecteurs ont fait, et la leçon finale que Julien a apprise sur la vie et la rédemption. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. En disant ce que vous ressentez maintenant, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci, parce que ce final va vous montrer que même après avoir tout perdu, on peut retrouver bien plus que ce qu'on avait avant. Maintenant, voici comment l'histoire de Julien s'est vraiment terminée.